Merci beaucoup, Pierre. Euh, alors, effectivement, je suis économiste à l'INRAE, à l'UMR Agir, basé à Toulouse. Alors, je vais commencer par m'excuser. Je ne suis pas du tout expert de la robotique. J'espère que je vais quand même réussir à vous intéresser un petit peu. Euh, je vais évoquer deux choses principalement. Donc, effectivement, parler d'adoption et évoquer la façon dont, en sciences sociales, on a essayé de comprendre, de proposer des modèles, et en économie, en sociologie, pour comprendre les dynamiques d'adoption pour les agriculteurs et du coup ce qu'on peut en tirer peut-être pour comprendre le changement d'échelle dans le cas de la robotique. Et puis après, je dirais peut-être deux mots dans le projet du PEPR agroécologie et numérique. Je crois qu'il y a une journée demain où il va y avoir des échanges. Et donc je coordonne un des projets commissionnés de ce PEPR, dont je dirais le projet Coeditac, dont je dirais peut-être deux mots. Et puis pour conclure sur peut-être quelques points d'attention, de débat ou un peu de controverse. Je suis ravi, j'ai pas entendu acceptabilité sociale aujourd'hui. Je pense que c'est une des premières fois que j'entends pas ce mot quasiment. Il était une seule fois, mais c'était pour les consommateurs, c'était pas pour les agriculteurs. Donc c'était un de mes points d'attention, mais il n'y aura pas besoin du coup. Ouais, mais quoique. On y reviendra. Juste avant que tu démarres, est-ce que le machinisme n'est pas un peu l'angle mort dans les sciences sociales? Est-ce que les sciences sociales se sont intéressées de près? Alors, tu disais, à la robotique, il n'y a pas encore grand-chose. Il y a une super thèse qu'on connaît de Théo Martin sur la robotique en élevage. Forcément, il y a un peu plus de recul, mais il n'y a pas encore d'autres thèses en sciences sociales, à ma connaissance, sur la robotique. Sur le numérique en général, oui. Mais est-ce que, plus largement, ça ne fait pas écho au fait que le machinisme, ça ne vous passionne pas, quoi? Alors effectivement, c'était une de mes moments où je battais ma coulpe en conclusion, mais je vais le faire tout de suite du coup. C'est qu'effectivement, il n'y a pas. C'est un peu un des parents pauvres de la sociologie et de l'économie rurale en France, mais pas que en France, mais particulièrement en France, c'est qu'effectivement, il y a eu relativement peu de travaux, au moins depuis 20 ou 30 ans, qui se sont intéressés à la question du machinisme. On a plus travaillé sur les pratiques, sur les processus de production en lien avec l'agroécologie, mais la partie équipement, il y a beaucoup moins de travaux dessus. Et c'est effectivement des parents pauvres. Il y a quand même un projet de collègues, un projet Polma, dont je pourrais vous envoyer les liens, qui s'est intéressé un peu à l'histoire du machinisme, à l'enseignement autour du machinisme agricole, de collègues de sociologues à Paris, notamment Samuel Pinault et d'autres collègues qui ont coordonné ce projet. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a relativement peu de recherches sur ce sujet-là. Et du coup, peut-être des partenariats à créer sur ce point. Et avec un grand défi qui se lance, avec un peu de moyens peut-être, et un PEPR, on le disait, donc la sauce va peut-être prendre. Voilà. Je te laisse avancer sur justement les approches de l'adoption. Voilà, donc je vais dire deux mots de l'adoption assez rapidement. Évidemment, j'ai un quart d'heure, donc je ne vais pas vous ennuyer avec un cours sur l'adoption vue par l'économie et les sciences sociales. Je vais juste dire deux choses sur les deux grands types d'approches, et ensuite je reviendrai, je zoomerai sur un modèle, vous proposer un modèle parce que je pense qu'il fait écho à pas mal de choses qui ont été discutées aujourd'hui. Donc en gros, il y a deux façons de regarder l'adoption en sciences sociales pour aller vite. Il y a des approches individuelles dans lesquelles on va s'intéresser aux facteurs d'adoption de l'agriculteur et en regardant souvent quels sont les déterminants et quelles sont les caractéristiques individuelles qui jouent sur l'adoption de différentes technologies, donc la structure des exploitations, la taille, la spécialisation, les caractéristiques de l'exploitant et surtout ce qui anime beaucoup les économistes et qui a été discuté, ce sont les anticipations, la façon dont les agriculteurs sont capables ou non d'anticiper les gains, d'anticiper les risques. Et donc là, il y a différentes méthodologies. Si vous êtes intéressé, je pourrais ensuite vous envoyer des articles qui essaient, soit par des analyses quantitatives, soit par des jeux, d'essayer d'anticiper ces rapports au risque et à l'investissement des agriculteurs. Donc là, on parle de création de typologies. Alors pas vraiment des typologies. Là, c'est plutôt à l'échelle individuelle. On va essayer de comprendre quels sont les facteurs qui vont jouer sur le risque. Alors c'est un peu de la typologie, mais ça aboutit pas forcément à ça. Mais on va essayer de comprendre plutôt quel facteur joue plus qu'un autre. Est-ce que c'est chez un individu en particulier? Voilà. Et c'est quand même des méthodes qui, en principe, impliquent des méthodologies assez lourdes, et notamment parce qu'il faut construire des échantillons avec des agriculteurs qui adoptent et d'autres qui n'adoptent pas pour tester les technologies. Donc il y a un deuxième type d'approche auquel je me rapproche plus personnellement, que j'ai appelé approche institutionnelle ici, dans laquelle on va plutôt considérer qu'il n'y a pas que des critères individuels, mais qu'il y a aussi beaucoup de critères collectifs, de normes, qui vont jouer sur les choix d'adopter des agriculteurs. Donc évidemment, comme dans la première approche, les caractéristiques socio-économiques, structurelles des exploitations elles jouent, mais on considère qu'il y a aussi beaucoup de dimensions collectives.
Donc, en premier aspect, c'est les normes qui vont beaucoup jouer. Je ne sais plus comment dit l'agriculteur cet après-midi. Il fallait que la parcelle soit jolie. Bon, il a dit ça sur ses parcelles. Propre même, je crois. Propre, je ne sais plus quel était le terme. Bon, mais ça, c'est typiquement une norme qui va jouer. Oui, on ne parle pas là de la norme au sens certification, réglementation, non, mais de normes sociales appliquées au travail. Exactement. Et ça, on sait que c'est un facteur important d'adoption de différentes technologies qui vont paraître compatibles ou non avec une façon de se représenter la production. Et le robot, les machines, le robot, avec tout l'imaginaire qu'ils traînent en termes de normes sociales, on peut penser que c'est très important. Même si ces normes sociales peuvent se justifier pour des raisons agronomiques ou technico-économiques. Mais oui. Certaines, peut-être, justement, on pourrait les remettre en cause de ce point de vue-là. Tout à fait. Et elles seront plus ou moins adaptées à certains groupes sociaux d'agriculteurs, dont certains seront peut-être intrinsèquement contre ces machines, et donc plus difficile à convaincre de cet intérêt. Je rebondis encore, je me permets, je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure de ce jeune qui m'avait dit si tu m'enlèves le tracteur, il me reste que la paperasse. Sous-entendu, être agriculteur, c'est avoir un tracteur. Et ne pas avoir de tracteur et n'avoir que des robots, ça remet en cause peut-être cette définition même de ce qu'est être un agriculteur. Exactement. Exactement. Et une deuxième dimension de ce collectif, c'est les réseaux dans lesquels sont insérés les agriculteurs. Donc on a eu une très bonne illustration avec les CUMA juste avant que je prenne la parole sur le rôle que jouent ces collectifs dans l'adoption. Ce n'est pas juste un choix individuel, mais ça dépend des réseaux d'échange des agriculteurs. Et donc pour comprendre ça, souvent on va avoir des approches un peu plus mixtes où on va combiner du quantitatif, mais aussi du qualitatif, des enquêtes sociologiques ou autres, pour comprendre les réseaux dans lesquels s'insèrent les agriculteurs. Donc ce que je pensais faire ensuite, c'est vous présenter un petit modèle qu'on a utilisé avec des collègues pour comprendre ce processus d'adoption, parce que je pense qu'il peut résonner sur ce qui se passe dans le domaine de la robotique. Alors je m'excuse, la diapo est en anglais parce que je n'ai pas eu le temps de la traduire, je ne vais pas faire semblant. Donc je vais vous présenter un modèle qui s'appelle le Turing Change Model, qui a été développé par ma collègue Liane Sutherland et avec laquelle j'ai travaillé. Donc c'est un modèle dit évolutionniste, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au temps long et on va considérer que les décisions que prennent les agriculteurs, leur façon de produire, sont prises dans une forme de dépendance au sensier ou de routine, mais pas prises de façon négative. Alors qu'on considère que ces routines, c'est ce qui, chacun de nous, stabilise notre activité, nous permet de prendre des décisions parce qu'on s'appuie sur un certain nombre de certitudes héritées par nos façons de faire. Donc ce que considère ce modèle, c'est que ces routines, à un moment, peuvent être perturbées par un trigger, un élément déclencheur. Et donc ce matin, j'ai trouvé très intéressant dans le dernier exemple qui nous a été pris par l'exploitation viticole, où on nous a tout de suite parlé d'une problématique autour du travail, d'une transformation du travail et des jeunes femmes qui travaillent sur l'exploitation agricole, dont les tâches évoluent, disant là j'ai un problème, j'ai quelque chose qui arrive qui m'oblige à penser un changement dans l'exploitation agricole. Alors ces éléments déclencheurs, ils peuvent être de nature différente, ils sont souvent liés à des questions de travail, une succession, l'arrivée d'un nouveau employé ou un départ. Ils peuvent être bien sûr liés à des événements économiques, une chute de prix, la crise du lait il y a 10 ans, ce qui se passe en ce moment dans la viticulture, ou à des événements réglementaires. L'arrêt de molécules, par exemple. L'arrêt de molécules, qui était évoqué aussi ce matin comme un des éléments. Donc à partir de ce moment-là, l'agriculteur va rentrer dans ce qu'on appelle une phase d'évaluation active, active assessment en anglais, dans laquelle va essayer de comprendre, ce qui a été beaucoup discuté aujourd'hui, va essayer de comprendre les coûts, les bénéfices potentiels, le temps de travail, ce que ça va coûter dans toutes les différentes dimensions de mettre en œuvre. Pour ensuite mettre en œuvre, donc c'est la phase d'implémentation, commencer à tester la technologie avec différentes façons, soit directement d'exploitation, soit avec des espaces tests qui sont disponibles. Et ensuite, soit adopter définitivement et durablement, et ça va être consolidé, et ça va faire partie de ces nouvelles routines, soit bricoler, co-innover ou abandonner l'innovation. Ce qui est important dans le modèle qu'on a développé, c'est de se dire tout ça, c'est pas juste un choix individuel, ça va dépendre de l'insertion des agriculteurs dans des réseaux. Et qu'à chacune de ces étapes, ça va dépendre de l'accès qu'a l'agriculteur à différents réseaux de connaissances, d'informations. Donc dans la première partie, quand il y a un événement déclencheur, ça ne suffit pas. Pour que les événements déclencheurs arrivent à penser à une innovation, il faut que l'agriculteur soit en contact avec des sources d'informations qui font écho à ce qui est, par exemple, dans le cas de la robotique,
pourrait être une solution au problème qui se pose. Donc ça va dépendre des sources d'information, donc soit de conseils, soit Internet ou autres qui vont être disponibles. Un super séminaire organisé 2 fois par an par la chaire agrotique. Exactement. Ensuite, ça va dépendre de... Tu m'as assuré. Désolé. Je vais arrêter avec mes blagues. Non, tu peux y aller, pas de problème. Ensuite, et c'est une phase où c'est le plus important, ça va dépendre aussi de son environnement de conseil qui va l'aider à évaluer l'innovation. Quelles sources l'agriculteur dispose pour évaluer les coûts et les bénéfices. Donc la chaire agrotique, par exemple, et ses publications. Ou les instituts techniques. Ou la CUMA qui était présentée, qui est tous les documents qui nous ont été présentés dans la présentation précédente, typiquement, qui permettent à l'agriculteur d'avoir des références sur la technologie. Et enfin, il y a tout ce qui est l'accompagnement dans la mise en œuvre, où là, on va passer dans du conseil plus précis directement sur l'exploitation agricole. Tu avais une blague, une remarque, non, okay. Rien du tout. Et donc, enfin, le dernier point sur lequel je ne rentre pas, c'est des discussions que j'ai entendues à midi un petit peu. Bah oui, tout ça, ça dépend aussi du cadre politique, évidemment, et de ce qui est mis en œuvre, à la fois de politique publique, d'investissement et de soutien à ces différentes étapes. Parce qu'il peut y avoir des chambres d'agriculture, du CASDAR, du financement public là derrière. France 2030, le grand défi. Exactement. Mais aussi des normes qui peuvent jouer le rôle de trigger. On change la réglementation et d'un coup, soit par des subventions, soit au contraire par l'interdiction ou la taxation de molécules, par exemple, on va inciter les agriculteurs à changer. Donc ce qu'on a fait ensuite dans un projet, c'est un projet européen, on a fait un peu plus d'1 millier d'enquêtes auprès d'agriculteurs où on a documenté... je sais pas, voilà, quelles sources de conseils jouaient aux différents niveaux. Donc ce que je vous présentais là, ce n'est pas spécifique à la robotique, mais il m'a semblé qu'il y avait certains éléments qui pouvaient être intéressants. Alors le premier résultat, je ne vais pas y passer longtemps parce que c'est un peu trivial, c'est qu'évidemment, les sources de conseils des agriculteurs sont très diversifiées. Bon, peut-être ce qui était intéressant, c'était que c'était un peu plus diversifié que ce à quoi on s'attendait. Mais c'est le deuxième résultat qui nous a paru intéressant, c'est qu'on est dans un univers où l'information, elle arrive sur beaucoup de sources différentes et les agriculteurs peuvent être confrontés à énormément de sources d'informations différentes. Mais quand on a fait notre enquête sur le petit cycle que je vous ai présenté là, plus on avançait dans le cycle, moins il y avait de monde. Alors soit parce que les agriculteurs avaient du mal à trouver, mais soit souvent par choix, parce qu'ils préféraient, quand on avançait dans la phase de décision, se recentrer autour d'un nombre réduit de conseillers avec lesquels ils avaient établi de fortes relations de confiance. Et ce qui était intéressant pour nous, et là où il y a une surprise, c'est avec qui ils avaient établi ces relations de confiance. Et dans beaucoup de cas, et notamment en France, c'était essentiellement avec des conseillers insérés dans des filières. Donc plutôt coopératives, aval ou amont, mais plutôt des gens qui aident les agriculteurs à s'intégrer dans les filières, tout autant que voire plus que des agriculteurs de structures indépendantes. Conseillers de structures indépendantes. Conseillers de structures indépendantes. Pardon. Ce qui reflète le fait que dans beaucoup de pays, on a eu des privatisations de notre système des systèmes de conseil dont il faut être conscient, même si en France, ce n'est pas le pays où il y en a eu le plus. Mais en tout cas, c'est des acteurs peut-être différents qui jouent ce rôle-là. Et surtout, il y avait une hétérogénéité assez grande entre exploitations agricoles, et notamment... si on s'intéresse aux plus petites et aux plus grandes, elles ont des comportements très différents dans leurs sources d'information. Notamment les plus petites, qui se tournaient souvent vers l'aval, ce qui nous a étonné. On a pas mal de résultats où c'est directement les metteurs en marché, les gens qui achètent leur production, qui sont leurs sources de conseil. Et pour les plus grandes, au contraire, des relations fortes avec l'amont, et pour certaines d'entre elles, voire directement avec la recherche, c'est-à-dire sans passer par des organismes de conseil, mais directement dans des partenariats, avec un institut comme le mien, par exemple. Et du coup, un premier message, c'est que quelque chose dont on n'a pas énormément parlé aujourd'hui pour l'instant, c'est la question de la diversité. Et la question du changement d'échelle, pour moi, c'est avant tout une question de... je crois que ça a été dit dans je ne sais plus quelle présentation assez bien, mais changer d'échelle, c'est penser la diversité des clients potentiels et des agriculteurs potentiels qu'on a en face, et pas en modèle médian d'agriculteurs auquel il faudrait faire accepter la technologie. J'en viens quand même à quelques résultats un peu plus spécifiques sur les questions de robotique, alors de numérique et robotique, parce qu'on a un peu plus étudié le robotique que le numérique, avec 2 dimensions clés qui nous sont ressorties dans les dynamiques d'adoption, une qui a trait aux connaissances et l'autre qui a trait au travail.
Alors au sujet des connaissances, très clairement, on a vu que certaines spécificités des robotiques ou du numérique jouaient beaucoup sur les dynamiques d'adoption avec 2 dimensions. Alors je vais commencer par le deuxième, c'est l'effet boîte noire. Alors c'est un mot qui a été prononcé une fois aujourd'hui, que nous on a eu très souvent dans les entretiens qu'on a fait auprès des agriculteurs. C'est-à-dire des technologies dans lesquelles une technologie est à l'intérieur d'une autre, est à l'intérieur d'une autre. Alors typiquement, un OAD de fertilisation, il y en a 3 ou 4 dedans. On passe d'un satellite à une image, boum, il y a une première boîte noire. Ensuite, il y a un modèle agronomique. Et ensuite, il y a un gars qui va bidouiller les indicateurs à la COP parce que ça marche comme ci. Et alors ça joue beaucoup sur le fait que les agriculteurs, du coup, ils déportent, comme ils n'ont pas de maîtrise de ces boîtes noires, ils déportent beaucoup sur le plus proche d'eux. C'est-à-dire que c'est le conseiller qui leur vend la technologie. Pour eux, ça veut dire qu'ils considèrent qu'il a cette maîtrise. Et quand on discute avec certains conseillers, c'est compliqué, quoi. Et du coup, nous, il y a un lien qui est apparu sur un nouveau type de conseiller dont on n'avait jamais entendu parler, c'est les concessionnaires. Avant, dans nos études, ils ne ressortaient pas. Maintenant, ils ressortent. Quand on va les voir, ils nous disent non, moi, on n'est pas des conseillers. Bon, on a dit, mais nous, quand même, quand on va voir les agriculteurs, ils nous disent, c'est un peu vous, leurs conseillers. Donc, il y a quelque chose autour des concessionnaires qui se joue là, comme nouveaux acteurs avec une dimension technique de plus en plus importante. Et on a quelques projets de recherche où on s'intéresse un peu plus à ces acteurs-là. Alors là, qui, pour le coup, avant, étaient complètement en dehors de tout radar des sciences sociales qui s'intéressaient à l'agriculture. Avec un secteur qui est en forte recomposition, voilà, de ce que je crois savoir, oui, en termes économiques. J'ai battu ma coulpe une deuxième fois. Ah merde. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre, c'est la dimension de réseaux sociaux et d'effets de réseau. Alors on a les enquêtes qu'on a faites, alors on s'en doutait un petit peu, mais on a fait des enquêtes où on comparait les transformations des sociabilités des agriculteurs avec les réseaux sociaux par rapport à d'autres catégories de population. Et à cette occasion-là, on a pu vérifier la force des réseaux sociaux pour certains agriculteurs. C'est-à-dire on s'est beaucoup excité quand même sur l'agriculture de précision, tout ça, les économistes. Bon, en fait, pour l'instant, ça a très peu transformé l'agriculture. Par contre, les réseaux sociaux ont transformé les réseaux de connaissances de façon plus grande que ce qu'on pense a priori. Et ça joue beaucoup sur l'adoption. On parle de réseaux sociaux, mais au sens digital, oui. WhatsApp. Là, on parle vraiment de réseaux WhatsApp sociaux et tout ça. Et on s'est rendu compte qu'un certain nombre de technologies, de matériel, pour le coup, se diffusent et s'échangent beaucoup par l'intermédiaire des multiples réseaux. Quand je dis multiples, on a des agriculteurs qui ont 30 groupes WhatsApp, 40 groupes WhatsApp. L'équivalent sur Facebook, c'est devenu leur premier objet de commercialisation. Et il y a quelques exemples fameux de technologies. On a parlé des machines de semi-direct, je pense, ou autres, qui ont beaucoup bénéficié de ces effets de réseaux sociaux pour la diffusion. Et puis, il y a aujourd'hui des agriculteurs qui ont des communautés sur leurs propres réseaux sociaux, YouTube. Il y a une thèse en ce moment sur ce sujet. Voilà, qui sont extrêmement influents. Enfin, on parle d'influenceurs agricoles aujourd'hui. Ouais, d'agri-youtubeurs. Il y a une thèse de Louis Régnier sur le sujet en ce moment où il a suivi un certain nombre d'agri-youtubeurs. Deuxième dimension qui me paraît très importante, et j'étais très content du dernier exemple qui a été l'exemple de l'exploitation viticole qui a été pris, parce que pour moi, ça a bien illustré que le fait principal sur la robotique, c'est le travail. Et que le déclencheur, c'est souvent des questions de travail qui se posent sur l'exploitation agricole. Et de ce point de vue, il y a 3 points qui nous semblent importants. Le premier, c'est que penser à l'adoption de la robotique, c'est penser en cascade. C'est-à-dire qu'il y a souvent, ça s'inscrit dans une succession de changements. Et que l'adoption d'un robot ne sera possible si un certain nombre d'innovations sont faites ensuite et pensées. Et on a vu beaucoup de cas d'abandon qui étaient liés au fait que ces cascades étaient mal pensées à l'avance pour et avec les agriculteurs. Ensuite, le deuxième point, on n'en a pas beaucoup parlé. Moi, je vais être un peu en controverse par rapport à beaucoup de vous. Je pense que les robots, ils ne marchent pas parce que le coût du travail, il est bas, il n'est pas haut. Et que les efforts qui ont été faits dans beaucoup de pays du monde, c'est de réduire au maximum le coût du travail en agriculture. Et que s'il n'y a pas plus de robots, c'est parce que le coût du travail est suffisamment bas. Alors, est-ce qu'il va monter? Peut-être. Mais quand même, les lois sur le travail détaché dont on parle, le fait que 60% du travail en agriculture soit du salariat maintenant, etc. Tout ça, ça fait qu'on a pu réduire les coûts du travail en agriculture et le fait qu'il y ait peu de robots. Alors vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi je pense qu'en grande partie, si dans plein d'endroits aux États-Unis, il n'y a pas de robots de traite, c'est parce qu'il y a des immigrés mexicains qui peuvent faire la traite pour très bas coût. Là, le sujet de la main-d'œuvre, c'est aussi, on prend souvent l'exemple du tractoriste. Et c'est pas qu'une histoire de coût, c'est-à-dire que c'est pas qu'on veut pas le payer, c'est qu'on le trouve pas du tout. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est quand on parle de robots, il y a plein d'enjeux différents, on peut pas mélanger. Je suis d'accord sur de la main d'œuvre qualifiée. Voilà.
là, il va y avoir des enjeux. Mais il y a tout un tas. Là, on parlait de récolte ou autre. La mécanisation, elle n'arrivera pas parce qu'on a du travail à très bas coût. Enfin, il y a des chiffres qui le montraient de façon assez éloquente. Et soit les lois sur le travail changent, soit il y aura. Je fais un pari, on se revoit dans 15 ans. Je pense que la robotisation de ces tâches-là sera encore très faible. Parce que si on peut remplacer par du travail à bas coût, voilà. Et je trouve, c'est difficile pour moi de détacher les deux combats, les deux dimensions de l'analyse. Et enfin, voilà, des travaux très intéressants qui se développent, qui montrent tous les effets très complexes, là pour le coup, des liens entre mécanisation, robotisation et pénibilité. Donc il y a des travaux d'une collègue qui s'appelle Nathalie Ostiou qui travaille sur ce sujet en élevage, que vous avez peut-être déjà entendu parler. Elle est intervenue ici même de mémoire. Ouais. Voilà, qui sont très intéressants et voilà, je ne vais pas détailler du coup, mais qui montrent bien toute la complexité de ça. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes ou pas. Prends-les. C'était juste pour dire 2 mots du projet Coeditag et de ce qu'on fait en ce moment. Donc ce qu'on fait en ce moment dans le cadre, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du PEPR agroécologie et numérique. Moi oui évidemment, mais peut-être pas. Donc fais un petit point. Donc il y a un grand programme sur numérique et agroécologie. Donc ça fait partie du programme SADEA qui est financé par le PIA 4. Désolé pour tous les... France 2030, grosso modo. Et voilà. SADEA, c'est une des stratégies qu'a évoqué Cédric Seguino et dans lequel s'inscrit le grand défi. Et donc ce PEPR également. Voilà. Et du coup, il y a un certain nombre de projets qui ont été sélectionnés dans cet appel à projet. Dans le projet Coeditag que je coordonne, donc Coeditag, c'est pour coévolution des équipements et des outils numériques et des modèles agroécologiques. Donc ce qu'on essaie de faire dans ce projet, c'est de comprendre la coévolution entre d'un côté la diversité des voies écologiques et des modèles agricoles, et de l'autre côté la diversité des nouveaux équipements et des technologies numériques, et comment chacun sélectionne l'autre, c'est-à-dire en quoi la façon dont on conçoit les équipements agricoles, ça va peut-être sélectionner certains types d'écologisation par rapport à d'autres, quid de la bio par exemple, et en retour, est-ce que la domination de certains modèles peut entraîner, pousser les constructeurs à aller dans certaines directions ou d'autres. Et donc ça, on le regarde avec des outils très classiques des sciences sociales. On s'intéresse dans un work package aux organisations industrielles et au marché. Dans un autre, aux questions de connaissances, de savoir, d'apprentissage. Dans un troisième, aux pratiques, aux usages du numérique. Et enfin, on s'intéresse aux politiques publiques. Donc ça, je vais peut-être passer si on n'a pas beaucoup. Prends en 2 minutes. Hein. Vas-y. Ok. Du coup, dans ce travail, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup dans ce projet, on travaille beaucoup sur les usages et les stratégies d'acteurs. Donc, on fait beaucoup d'enquêtes parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait, parce que je dis, on avait peu étudié cette question du point de vue des sciences sociales. Donc, on fait beaucoup d'enquêtes auprès d'agriculteurs, de salariés agricoles, de conseillers, de courtiers, d'acteurs des filières, de concessionnaires, de start-up, de plateformes qu'on essaie de rencontrer, avec une pluralité de méthodes sur lesquelles je ne reviens pas, où voilà, on essaie vraiment de renseigner une diversité de façons de concevoir et diffuser les technologies numériques en rapport avec une diversité de modèles d'exploitation agricole. Et je vais conclure avec quelques points d'attention que je vais peut-être laisser pour le débat. Bon, le premier, c'est, comme je l'ai dit, j'étais ravi de ne pas trop entendre ce mot qui hérisse le poil souvent des économistes et des sociologues, parce qu'on nous appelle dans les projets Work Package 8 pour travailler sur l'acceptabilité sociale des technologies. Et ça nous semble... En gros, comment on pousse la technologie auprès des utilisateurs ou des consommateurs ou des citoyens. Ce qui nous paraît toujours nous être, bon, déjà pas notre rôle, c'est-à-dire on n'est pas là pour ça, mais surtout être pas la façon la plus efficace, même pour diffuser une technologie. Qui est plutôt, nous, ce qu'on peut apporter, c'est de partir des usages et des pratiques des acteurs pour comprendre quelles pourraient être des adaptations, des évolutions, c'est-à-dire quelle population d'agriculteurs pourrait être ciblée sur différents types de technologies. Pour qui ça peut être désirable plutôt que chez qui on veut le pousser pour que ce soit accepté. Voilà, ça nous paraît plus intéressant. Et comme tu m'as posé la question au début, mais là où c'est vrai, c'est quand même un angle mort de ce qu'ont produit les sciences sociales sur l'agriculture jusqu'à présent, c'est que le machinisme, on sait assez peu de choses, ce qui pourrait paraître un gros trou dans la raquette compte tenu de la part de ces investissements pour les exploitations. Donc, rappeler ce que j'ai dit dans une diapositive précédente, c'est l'importance des enjeux de travail et de connaissances.
Et puis enfin, voilà, ça c'était un truc un peu à part, mais que je voulais dire aussi, c'est faire attention aussi aux effets de mode sur certains dispositifs. Je le dis, j'étais dans des projets où il y en avait, donc voilà, y compris des projets que j'ai coordonnés. C'est le fait qu'on peut se dire, une réponse pour ne pas faire de l'acceptabilité sociale, c'est la co-conception. Et effectivement, je pense qu'il y a une voie ultra intéressante à aller bâtir des projets de co-conception avec les usagers, mais avec juste 2 points d'attention, de type Living Lab, approche multi-acteurs, etc. Mais avec Design 2 thinking. points. Pardon ? Je parlais du design thinking. Oui, c'est ça, voilà, c'est exactement. Avec 2 points d'attention. D'une part, c'est lourd. Pour l'avoir essayé, c'est quand même des démarches qui demandent beaucoup d'énergie et de temps de travail. Et d'autre part, à nouveau, par rapport à la question de la diversité que j'ai mis en avant, des démarches qui peuvent avoir des effets de sélection très très grands en fonction de qui on inclut dans la démarche de co-conception. Et sur ce schéma, j'ai dit de double sélection, bien se poser la question de avec qui on conçoit et dans quelle voie on s'embarque et qui on exclut potentiellement de la démarche de conception. Désolé, j'étais un peu long. J'ai allongé un peu la chose en posant plein de questions. Donc merci beaucoup Pierre pour ce témoignage de comment les sciences sociales nous aident à mieux comprendre les mondes agricoles pour accompagner le déploiement de l'innovation dans ces secteurs. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur l'apport des sciences sociales aux questions qui nous animent depuis ce matin? Cédric, je vais te donner mon micro. Merci beaucoup. Tu as indiqué qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de travail pour l'instant sur la partie machinisme. Est-ce que, toutefois, il y a des différences entre les filières de production? Est-ce que dans certaines filières, on a plus d'études que dans d'autres, ou ça servirait de point de départ? Alors, oui, je pense qu'il y en a plus dans le secteur animal, pour 2 raisons. D'une part, alors là, je parle sur la robotique. Ou tu parlais sur le machinisme en général ou sur la robotique? Très clairement, il y a plus de travail sur l'élevage. Parce que, sans faire de provocation, c'est là qu'on a des robots qui ont eu un vrai impact pour l'instant et où on a surtout pour les sciences sociales, on a du recul. Donc on est capable de dire un peu plus de choses parce qu'on a des exploitations qui ont adopté depuis longtemps. J'ai plus les chiffres sur les robots de traite, mais c'est à peu près la moitié, ou je sais plus. C'est un pourcentage très élevé d'exploitations laitières qui sont équipées. Donc, puis les installations, je crois que c'est 2 tiers ou 3 quarts. Donc il y en a plus, et surtout ça a drainé. Il y a déjà des travaux un peu pluridisciplinaires, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a des perspectives de géographes. Donc il y a la thèse de Théo dont tu parlais qui a été importante. Il y a des travaux de sociologues, et il y a aussi des travaux de zootechniciens Nathalie, qui est zootechnicienne, mais qui travaille avec des ergonomes aussi sur les conditions de travail. Donc c'est vraiment le secteur sur lequel on a le plus d'éléments. Après, là où il y en a peut-être d'autres, mais que je connais ça fait longtemps que je n'ai pas vu leurs travaux, mais c'est des collègues de... Alors il y a ce projet de sociologues qui a repris un peu une perspective historique sur le machinisme. Rappelle le nom du projet? Polma. Polma. Donc je pourrais vous envoyer les informations si vous le souhaitez aussi. Voilà. Et après, il y a des travaux, mais qui sont plus intéressés à des enjeux financiers et comptables. Notamment des travaux autour de les travaux de Geoffroy Enjolras qui autour de l'amortissement, mais l'investissement vu dans la performance et la fragilité économique des exploitations agricoles. Donc c'est pas trop sur l'angle technique, mais se poser la question de ce que fait l'amortissement à la performance économique des exploitations, ou à la réalité de ce qu'on sait de la performance économique des exploitations, parce que l'amortissement est une notion souple et complexe qui est maniée avec beaucoup d'agilité par les centres comptables. On sent le sens de la formule politiquement correcte. Cédric, moi j'ai une question pour toi. Quelle place des sciences sociales dans le grand défi? Merci. C'est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une politique de soutien au développement et à l'accélération du déploiement sans intégrer les aspects SHS dans les réflexions. Et ce n'est pas pour le Work Package 8, d'abord on n'en a que 6. Mais c'est vrai que voilà, c'est un point de vigilance pour moi, qu'on s'assure qu'effectivement cette compréhension des enjeux et cette structuration de la pensée intègre bien les réflexions des projets, parce que c'est pas naturel. Voilà, c'est un ingénieur aujourd'hui qui conçoit un robot, c'est pas naturel pour lui cette approche-là, donc c'est important vraiment dans notre logique de cohérence qu'on puisse intégrer cette dimension-là. Voilà, donc tous nos projets aujourd'hui auront
cet aspect SHS d'une manière ou d'une autre intégré dans le projet. Est-ce que je peux peut-être un petit complément dans le PEPR, un des projets qui s'appelle Linda et spécialement sur ces questions de co-design. Donc il y a toute une approche, voir si me souviens bien, une offre de service sur comment mettre en œuvre des démarches de co-conception avec un gros soutien méthodologique parce qu'il y a il y a beaucoup de boîtes à outils aussi sur la façon dont on peut aider à faire exprimer des avis qui partent des pratiques des acteurs pour transformer les conceptions. Donc, et c'est des gens, ils travaillent l'école des mines et des écoles de design qui ont un gros antécédent de réflexion sur ces sujets-là. Merci beaucoup Pierre pour cet apport sur les SHS, sciences humaines et sociales. Voilà, on a mieux compris à quoi ça pouvait servir dans le cadre du déploiement de la robotique. Merci beaucoup.